Ma femme m'a envoyé un texto, je vais passer la semaine avec ma mère malade. S'il te plaît, n'appelle pas, mais, j'étais assis 2 rangées derrière elle sur ce vol, et je l'ai vu s'appuyer sur un autre homme. Ensuite, son frère m'a écrit, reste calme. Ne bouge pas. Le spectacle ne fait que commencer. Quand j'ai regardé derrière moi. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Nelson, j'ai 43 ans, et voici l'histoire de la façon dont je suis devenu le spectateur de ma propre destruction, pour ensuite devenir le réalisateur de la fin. Restez avec moi jusqu'à la dernière minute, car ce qui s'est passé lorsque ma femme est rentrée à la maison, me donne encore la chair de poule. Mais, pour que vous compreniez l'ampleur de la situation, je dois remonter 3 semaines avant ce vol. J'ai construit ma vie de mes propres mains. À 22 ans, j'ai commencé à vendre des câbles et des ampoules sur un marché, avec une table pliante et une boîte en carton. 20 ans plus tard, cette table était devenue une entreprise de distribution de matériel électrique, comptant 2 employés, 3 camions de livraison, et des contrats avec des entreprises de construction de toute la région. Je ne suis pas un homme riche comme ceux des magazines, mais je n'ai jamais dû un centime à personne. Je me lève à 5 heures du matin tous les jours, même le dimanche. L'entreprise était ma fierté, mon nom valait plus que n'importe quel contrat signé, et Norma était ma moitié. Du moins, c'est ce que je croyais. Nous étions mariés depuis 11 ans. Je l'ai rencontrée lors d'une fête de fournisseurs. Elle travaillait comme réceptionniste, et elle avait le sourire le plus paisible que j'ai jamais vu de ma vie. Je suis tombé amoureux comme un adolescent. Je lui ai construit une maison avec un jardin. Je lui ai donné tout ce qu'elle demandait, et bien des choses qu'elle n'avait jamais réclamées. Quand l'entreprise a grandi, elle a arrêté de travailler. Je veux m'occuper de notre maison, m'a-t-elle dit. Je trouvais cela parfait. En fait, je trouvais que tout ce qu'elle disait était parfait. Ce fut mon premier aveuglement, et ce ne serait pas le dernier. Au cours des 2 dernières années, quelque chose avait changé. Rien de flagrant, rien que l'on puisse pointer du doigt. C'était de petits détails. Norma a commencé à se coucher plus tôt, à laisser son téléphone face contre table, ou à l'emporter avec elle dans la salle de bain. Quand j'entrais dans la cuisine, elle raccrochait soudainement. C'était ma sœur, disait-elle, ou bien une amie de la salle de sport. Et je la croyais car, quand on aime, on croit. Croire est la chose la plus facile au monde, surtout quand on ne veut pas voir la vérité. Jusqu'à l'arrivée de ce consultant financier. C'était l'idée de Norma. Nelson, l'entreprise est devenue trop grande pour que tu puisses tout contrôler tout seul, m'a-t-elle affirmé un soir en servant le dîner. Ma sœur connaît un très bon consultant. Il s'appelle Christian, il a aidé une entreprise de transport à redresser ses finances. Tu devrais le rencontrer. Je faisais confiance à mon épouse. Si elle le recommandait, il devait être compétent. Christian est arrivé à mon bureau un lundi matin. La quarantaine, veste couleur bordeaux, montre brillante, poignée de main ferme. Il parlait avec aisance d'investissement, d'optimisation, de projection. Il m'a montré des graphiques que je ne comprenais pas tout à fait, et j'avais honte de l'admettre. Je lui ai ouvert les portes de mon entreprise. Je lui ai donné accès aux chiffres, aux comptes, aux contrats. Pendant 6 mois, Christian entrait et sortait de mon bureau, comme s'il n'était qu'un employé de plus. Ce que j'ignorais, c'est qu'il entrait et sortait également d'autres endroits. J'ai complètement ignoré le premier signe. C'était un vendredi, je suis rentré plus tôt car un client avait annulé une réunion. Norma était dans le jardin, le dos tourné, en train de parler au téléphone. Elle ne m'a pas entendu arriver, et je l'ai entendu rire. Un rire grave et doux, le genre de rire qu'une femme ne réserve pas à une amie de la salle de sport. Quand j'ai claqué la portière de la voiture, elle a sursauté, a raccroché immédiatement, et m'a serré dans ses bras un peu trop fort. Chérie, quelle surprise, tu es rentré tôt. Ce soir-là, elle a cuisiné mon plat préféré et, comme un idiot, j'ai pensé que j'avais de la chance d'avoir une femme pareille. Le deuxième signe, c'était l'argent. J'ai commencé à remarquer des mouvements étranges sur le compte de la maison. Des retraits de 800 ou de 1200 euros, toujours en espèces, toujours accompagnés d'explications vagues. J'ai acheté des choses pour la maison, ou, j'ai prêté un peu d'argent à ma sœur. Un mois, cela a atteint presque 4000 euros. Quand je lui ai posé la question calmement, Norma a paru offensée. Maintenant, tu vas contrôler mes dépenses? 11 ans de mariage,
et tu me traites comme une employée. Elle a réussi à me faire culpabiliser. Ce soir-là, c'est moi qui me suis excusé. Elle avait très bien joué son coup. Le troisième signe fut celui qui m'a brisé de l'intérieur. C'était ma belle-mère, Eddie. Elle m'a appelé un mercredi après-midi, avec cette voix douce qu'elle adoptait toujours avec moi. « Nelson, mon fils, est-ce que tout va bien avec Norma ?» Elle a l'air si distante, elle ne m'appelle presque plus. Je lui ai répondu qu'elle était probablement très occupée. J'ai raccroché, et j'ai fixé le téléphone pendant 5 bonnes minutes. Car, 2 jours plus tard, Norma m'annonçait dans la cuisine, sans même me regarder dans les yeux, que sa mère était très malade, qu'elle devait s'occuper d'elle pendant toute une semaine, et que je ne devais pas l'appeler pour ne pas la déranger. Sa mère, celle-là même qui m'avait appelé, en parfaite santé, pour me demander pourquoi sa fille était si distante. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Ou plutôt, c'est à ce moment-là que quelque chose s'est réveillé. Il y a un moment précis où un homme cesse d'être naïf. Le mien avait une date et une heure, le mercredi, à 23 heures, debout devant le miroir de la salle de bain, entendant la voix de ma belle-mère résonner dans ma tête, encore et encore. « Est-ce que tout va bien avec Norma ? Elle a l'air si distante. » Et, par-dessus cette voix, celle de ma femme, ma mère est très malade. Ne m'appelle pas, 2 phrases, 2 femmes, un seul mensonge. Il fallait que je découvre l'ampleur de ce mensonge. Le lendemain, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 11 ans de mariage. J'ai vérifié le compte de messagerie que nous partagions pour les factures de la maison. Norma l'utilisait pour ses achats, le paiement des charges, les réservations. Je ne l'ouvrais presque jamais. Ce matin-là, avec le café qui refroidissait à côté du clavier, je l'ai ouvert, les mains glacées. Et là, sous mes yeux, il y avait une confirmation de vol, un départ prévu le lundi à 10h40, avec un billet à son nom. Mais, la destination n'était pas la ville où vit Eddie. C'était une autre ville, située à plus de 1000 km de la maison de sa mère. J'ai fixé l'écran pendant si longtemps que le moniteur s'est éteint de lui-même. Et, dans ce reflet noir, j'ai vu mon propre visage. Je ne peux pas décrire ce que j'ai ressenti. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était quelque chose de beaucoup plus froid. Un peu comme lorsqu'on se coupe avec du papier, et qu'il faut quelques secondes pour que le sang apparaisse. On voit la blessure bien avant de ressentir la douleur. Ma première réaction a été de saisir le téléphone et de l'appeler, de lui crier dessus, de lui demander ce que signifiait ce maudit billet. Mais, quelque chose m'en a empêché. Et aujourd'hui, avec le recul, je suis reconnaissant de m'être arrêté, car je me suis souvenu d'un détail. 3 semaines plus tôt, lors d'un repas de famille, René, le frère de Norma, m'avait regardé bizarrement. René a toujours été le silencieux de la famille. Il travaillait beaucoup, parlait peu, et ne se mêlait jamais de la vie de personne. Mais ce dimanche-là, alors que Norma racontait une énième histoire sur sa salle de sport, René la regardait avec une expression que je n'avais pas su déchiffrer sur le moment. Aujourd'hui, je sais ce que c'était. C'était de la honte. René regardait sa sœur avec honte. Et, quand je lui ai dit au revoir ce jour-là, il m'a serré la main plus fort que d'habitude. « Prends soin de toi, beau-frère » m'a-t-il dit. Pas à plus tard, ni salut. Prends soin de toi. J'avais pris cela pour une phrase banale. Les signes sont toujours là, c'est juste que l'on refuse de les voir. Cet après-midi-là, j'ai pris la décision la plus difficile de toute ma vie. Ne pas la confronter, ne pas crier, ne pas l'appeler, mais acheter un billet sur ce même vol, afin de voir de mes propres yeux ce que faisait ma femme quand elle pensait que personne ne la regardait. Je suis allé sur le site de la compagnie aérienne, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Il restait peu de place. J'ai choisi un siège à l'arrière, côté couloir, à la rangée 23. D'après le plan de la cabine, le sien était à la rangée 21. J'ai payé 340 € pour ce billet, et ce furent les meilleurs 340 € jamais dépensés de ma vie. Les jours précédant ce fameux lundi furent les plus longs dont je me souvienne. Je devais agir normalement, prendre le petit déjeuner avec elle, lui demander comment allait sa mère, et écouter ses réponses avec le visage d'un mari inquiet. Et que disent les médecins, ai-je demandé le samedi, pendant qu'elle pliait des vêtements pour faire sa valise. Norma n'a même pas scié. Qu'elle a besoin de repos et de compagnie. C'est pour ça que j'y vais pour toute la semaine. La pauvre maman. Elle a plié un chemisier de couleur corail que je ne lui avais jamais vu porter.
Il était neuf, l'étiquette encore attachée. On n'apporte pas de chemisier neuf à une mère malade. Ce soir-là, pendant qu'elle était sous la douche, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier, mais il fallait que je le fasse. J'ai pris son téléphone. Il était verrouillé, bien sûr, mais juste à ce moment-là, une notification est apparue sur l'écran. Un numéro sans nom enregistré. Le message disait simplement « J'ai hâte d'être à lundi ». J'ai lâché le téléphone comme s'il me brûlait les doigts. Je me suis mis au lit, quand elle est sortie de la salle de bain, sentant cette crème à la vanille qu'elle utilisait depuis notre rencontre, elle m'a donné un baiser sur le front. Bonne nuit, chérie. J'ai fixé le plafond jusqu'à 3 heures du matin, avec ce baiser qui me brûlait la peau comme une marque au fer rouge. Le dimanche s'est écoulé, lent et pesant, comme des funérailles. Norma fredonnait en fermant sa valise. Elle fredonnait. En 11 ans, j'avais appris à lire ses humeurs mieux que les miennes. Et, cette femme n'était absolument pas inquiète pour une mère malade. Cette femme était heureuse, cette femme comptait les heures. Le lundi matin, j'ai moi-même mis sa valise dans le taxi. Elle m'a serré dans ses bras sur le pas de la porte. Prends soin de la maison, et ne m'appelle pas. Tu sais, ils demandent le silence à l'hôpital, et je ne veux pas que le téléphone sonne. Elle m'a donné un baiser fugace. J'ai tenu son visage à 2 mains, et je l'ai regardé dans les yeux, pour la toute dernière fois en tant que mari confiant. Passe le bonjour à ta maman de ma part, lui ai-je dit. Dis-lui que nous irons tous les deux lui rendre visite bientôt. L'espace d'une seconde, juste une seconde, quelque chose a traversé son regard. De la culpabilité, de la peur, je l'ignore. Elle est montée dans le taxi, et elle est partie. 15 minutes plus tard, je suis parti à mon tour, avec un sac à dos, une casquette que je ne mets jamais, et des lunettes noires. Je me sentais ridicule. Un homme de 43 ans déguisé dans sa propre vie. Sur le chemin de l'aéroport, ma main tremblait tellement que j'ai dû m'arrêter dans une station-service pendant 2 minutes, juste pour respirer. Dans la salle d'embarquement, je l'ai vu de loin, et j'ai failli tout gâcher sur le champ, car Norma n'était pas seule. Il n'était pas encore arrivé, mais elle s'était faite belle comme pour un rendez-vous galant. Les cheveux détachés, lissés, les lèvres peintes de ce rouge qu'elle ne portait que pour nos anniversaires, et vêtue d'une robe vert émeraude que je ne lui avais jamais vu porter à la maison. Ma femme, celle qui partait s'occuper de sa mère malade dans un hôpital, semblait prête pour faire la couverture d'un magazine. Je me suis assis derrière une colonne, la casquette tirée jusqu'aux sourcils, et je l'ai observée. Norma regardait son téléphone, souriait, remettait ses cheveux en place. Chacun de ses gestes était un coup de poignard. Puis, à 10h05, je l'ai vue arriver. Veste couleur bordeaux, montre brillante. Avec cette façon de marcher propre à ceux qui pensent que le monde leur doit quelque chose. Christian, le consultant financier qu'elle avait recommandé, l'homme à qui j'avais ouvert les portes de mon entreprise, le type qui connaissait mes comptes, mes contrats, et mes chiffres, bien mieux que moi. Ils ne se sont pas pris dans les bras, ils ne se sont pas embrassés, ils étaient plus intelligents que cela. Il est passé devant elle, comme s'il ne la connaissait pas, et lui a à peine effleuré la main. Un effleurement de 2 secondes. Mais, je suis marié à cette femme depuis 11 ans, et je jure qu'il y avait plus d'intimité dans ce simple contact que dans nos 2 dernières années de mariage. J'étais pétrifié sur ma chaise, derrière la colonne, ayant l'impression que tout l'aéroport tournait autour de moi. La trahison n'était plus une simple suspicion. C'était un fait avéré. Elle marchait droit devant moi, vêtue d'une robe vert émeraude et d'une veste bordeaux. Mais ce que je ne savais pas encore, ce que je ne pouvais même pas imaginer, c'est que ce voyage n'était pas seulement une escapade en amoureux. Dans le sac à dos de Christian, rangé dans une pochette en cuir, se trouvaient des documents portant le nom de mon entreprise. Et, en moins de 2 heures, un message de René allait changer le cours de ma vie tout entière. J'ai embarqué en dernier, la tête baissée. Rangée 23, 2 rangées derrière ma propre femme, et l'avion a fermé ses portes. Il y a 38 rangées de sièges dans un avion de cette taille. J'étais à la 23, ma femme à la 21, et entre nous, il n'y avait qu'1,5 mètre de distance, et 11 ans de mariage sur le point d'être anéantis. Depuis mon siège côté couloir, je pouvais la voir. Le dossier du siège ne la cachait pas complètement. Je pouvais apercevoir son épaule droite, ses cheveux lissés, et de temps en temps son profil lorsqu'elle tournait la tête. Christian s'était assis à côté d'elle, près du hublot. Ils avaient acheté les billets ensemble. Bien sûr qu'ils l'avaient fait.
Tout était planifié depuis des semaines, pendant que je dormais à ses côtés, persuadé d'avoir un mariage heureux. L'avion a décollé, et j'ai serré les poings sur mes jambes jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Pendant les 20 premières minutes, il ne s'est rien passé. Elle feuilletait un magazine, et lui consultait son téléphone. Quiconque les verrait penserait qu'ils étaient deux inconnus, et j'ai même commencé à douter de moi-même. C'est ainsi que fonctionne l'esprit d'un homme qui aime. Il cherche la moindre fissure pour y glisser un peu d'espoir. Peut-être que c'était une coïncidence. Peut-être qu'elle allait vraiment voir sa mère, et que Christian voyageait pour le travail. Peut-être que j'avais imaginé cet effleurement de main à l'aéroport. Et puis, 25 minutes après le début du vol, elle l'a fait. Elle a détaché sa ceinture, s'est installée de travers sur son siège, et a posé sa tête sur l'épaule de Christian. Tout simplement, avec le naturel de quelqu'un qui l'a déjà fait 100 fois, avec la confiance de quelqu'un qui connaît cette épaule par cœur. Il a posé son téléphone, a tourné légèrement la tête, et lui a déposé un baiser sur les cheveux. Un baiser lent. Un baiser de couple, un baiser de vieux couple. Quelque chose a explosé dans ma poitrine. Mon cœur battait si fort que je croyais que les autres passagers pouvaient l'entendre. J'ai senti la chaleur envahir mon visage, mon cou, mes oreilles. Mes jambes ont bougé toutes seules. J'ai détaché ma ceinture sans même m'en rendre compte, j'étais déjà en train de me lever. Ma bouche était sèche, et les mots étaient déjà formés, « C'est comme ça que tu t'occupes de ta mère malade, Norma ?» J'allais le hurler devant tout l'avion, pour que le monde entier sache ce qu'était ma femme. Et à cet instant précis, mon téléphone a vibré. Je ne sais toujours pas ce qui m'a poussé à le regarder. J'aurais dû l'ignorer. Mais quelque chose, appelez cela l'instinct, appelez cela Dieu, m'a fait baisser les yeux vers l'écran. C'était René, le frère de Norma, reste calme. Reste assis. Le spectacle ne fait que commencer. Je me suis figé, à moitié debout, à moitié assis, une main appuyée sur le dossier du siège devant moi. Une dame de l'autre côté du couloir m'a regardé bizarrement. Je suis retombé dans mon siège, comme si on m'avait coupé les jambes. Comment René savait-il que j'étais dans cet avion? Je n'en avais parlé à personne, ni à mon meilleur ami, ni à mon comptable, à personne. J'avais acheté le billet seul, fait mes bagages seul, menti seul, et cet homme, à 1000 kilomètres de là, savait que j'étais assis à la rangée 23, en train de regarder sa sœur se reposer sur l'épaule d'un autre homme. J'ai tapé avec des doigts tremblants, « Comment sais-tu où je suis ?» La réponse a pris moins de 10 secondes, parce que je t'ai aidé à y arriver, sans que tu t'en rendes compte. Je t'expliquerai plus tard. Maintenant, regarde discrètement le siège derrière toi, et pour l'amour de Dieu, ne fais pas de scandale. J'ai regardé en arrière, en faisant semblant de chercher l'hôtesse de l'air. Et elle était là, la femme en tailleur gris, environ 50 ans, les cheveux attachés, portant de fines lunettes. Sur ses genoux, une pochette en cuir noir fermée, avec ses mains posées dessus, comme si elle gardait un trésor. Elle a soutenu mon regard avec un calme qui m'a désarmé. Aucune surprise, aucune nervosité. Elle savait exactement qui j'étais, elle m'attendait, et elle a porté son index à ses lèvres. Silence. Ensuite, elle a fait autre chose. Elle a fait pivoter la pochette de quelques centimètres à peine. Dans un coin, en lettres dorées, un nom était gravé, Alisa, avocate. Une avocate assise juste derrière moi, sur le même vol que ma femme et son amant. Alerté par mon propre beau-frère. Le téléphone a vibré à nouveau. Elle s'appelle Alisa. Elle travaille pour toi, même si tu ne le sais pas encore. Je l'ai engagée il y a 3 semaines. À l'atterrissage, ne t'approche pas de Norma. Suis Alisa, elle t'expliquera tout à l'aéroport. Et Nelson, ce que tu vas entendre est pire que ce que tu penses. Bien pire. Mais, si tu fais exactement ce qu'on te dit, tu t'en sortiras en gardant tout. Si tu exploses maintenant, tu perds tout. À toi de décider. J'ai lu ce message 5 fois. Ce que tu vas entendre est pire que ce que tu penses. Pire. Que pouvait-il y avoir de pire que de voir sa femme endormie sur l'épaule de l'homme à qui l'on a soi-même ouvert les portes de son entreprise? Dans mon innocence, je croyais encore que le fond du gouffre, c'était la trahison. J'ignorais que la trahison n'était que la porte d'entrée. Les 3 heures suivantes furent les plus longues de mon existence. Norma a dormi presque tout le vol sur l'épaule de Christian. Lui,
travaillait sur un ordinateur portable. À un moment donné, lorsque l'hôtesse est passée avec les boissons, Christian a rabaissé l'écran à moitié. Mais, depuis mon angle, entre les deux sièges, j'ai aperçu l'espace d'une fraction de seconde ce qui s'y trouvait, un tableur. Et, tout en haut dans l'entête, un nom que je connaissais parfaitement, le nom de mon entreprise. Cet homme était dans l'avion, avec ma femme endormie sur son épaule, en train de travailler sur les chiffres de ma société de distribution. Les chiffres que je lui avais moi-même fournis pendant 6 mois. J'ai ressenti une véritable nausée physique. J'ai dû respirer lentement par la bouche, en comptant jusqu'à 10, comme mon père me l'avait appris quand j'étais enfant et que je me battais à l'école. Alisa, derrière moi, comme si elle lisait mon langage corporel, m'a à peine touché l'épaule. Un contact de 2 secondes. Calme-toi, tiens bon, c'est ce que disait ce contact. Et, j'ai tenu bon. Lorsque l'avion a commencé sa descente, Norma s'est réveillée. Elle s'est étirée comme un chat, et a replacé ses cheveux avec ses doigts. Elle a sorti un petit miroir, et a remis de son rouge à lèvres. Et là, dans ce geste minuscule, j'ai compris une chose qui m'a blessé plus que tout le reste. Ma femme ne mettait jamais de rouge à lèvres pour moi au beau milieu d'une journée ordinaire, mais elle le faisait pour lui. Elle faisait même des retouches en descendant d'un avion. Nous avons atterri. Le signal des ceintures s'est éteint, et la chorégraphie a commencé. Christian s'est levé le premier, a descendu sa valise et la sienne du compartiment, et lui a murmuré quelque chose à l'oreille qui l'a fait rire, la main sur la bouche. Ils sont sortis ensemble, marchant dans l'allée devant moi, à 1,5 mètre de distance. Et je les ai suivis, ma casquette tirée jusqu'aux sourcils, et le cœur au bord des lèvres. Dans la passerelle, j'ai marché lentement, laissant les gens s'interposer entre nous. Dans le hall des arrivées, Norma et Christian se sont arrêtés près des tapis à bagages. Puis, il a sorti son téléphone, a passé un court appel, et ils se sont tous deux dirigés vers la sortie où attendent les chauffeurs. Un homme en chemise blanche tenait une pancarte imprimée. J'ai réussi à lire le texte en entier juste avant qu'Alisa ne me prenne par le bras. La pancarte ne disait pas Christian, elle ne disait pas Norma non plus. La pancarte disait « Cabinet de notaire Herrera, signature mercredi 11h ». Un notaire, une signature, avec une date et une heure. Alisa m'a doucement entraîné vers un café de l'aéroport, m'a assis à une table dans un coin, a commandé 2 cafés sans me demander mon avis, et a posé la pochette noire sur la table entre nous. Monsieur Nelson, a-t-elle commencé d'une voix calme que je n'oublierai jamais, ce que votre femme et cet homme viennent signer mercredi à 11h du matin, c'est le transfert de 40% de votre entreprise, à l'aide d'une procuration falsifiée portant votre signature. Pour une valeur de 800 000 €. Le café a refroidi devant moi bien avant que je puisse y toucher. Et cela, a poursuivi Alisa en ouvrant enfin le dossier, n'est même pas le pire. Il y a de ces phrases qui coupent votre vie en deux, un avant et un après. Ce que votre femme vient signer vaut 800 000 € était l'une de ces phrases, mais celle qui a suivi était encore pire. Alisa a ouvert la pochette noire avec le calme d'un chirurgien, et a disposé des papiers sur la table de ce café d'aéroport. Un par un, comme on distribue des cartes dans un jeu auquel j'ignorais jouer depuis des mois. D'abord, les photos, a-t-elle annoncé. Norma et Christian sortant d'un hôtel, il y a 5 semaines. Norma et Christian dans un restaurant, se tenant la main par-dessus la table, il y a 1 mois. Norma et Christian sur le parking de mon entreprise un dimanche, entrant ensemble dans mon bureau, avec mes propres clés. J'ai fixé cette dernière photo pendant si longtemps qu'Alisa a dû me toucher la main pour me ramener à la réalité. Un dimanche, ai-je demandé d'une voix brisée. Que faisait-il dans mon bureau un dimanche? Nous y venons, a-t-elle répondu, en sortant une deuxième série de documents. Ceci est une procuration générale et étendue, prétendument signée par vous il y a 4 mois devant un notaire, accordant à votre femme les pleins pouvoirs pour vendre, céder ou transférer des parts de votre entreprise. Elle l'a placée devant moi. Et, ma signature y figurait. Ma propre signature, la courbe de la fin, le point que je mets toujours à la fin, tout était identique. Je n'ai jamais signé ça, ai-je lâché. Nous le savons. C'est pour cela qu'ils sont allés dans votre bureau ce dimanche-là. Ils avaient besoin de documents avec votre signature originale pour la calquer, et ils avaient besoin de papiers à en-tête de l'entreprise. Et, nous savons également autre chose. Alisa s'est penchée en avant. Vous souvenez-vous d'avoir signé beaucoup de papiers avec Christian? Des autorisations, des formulaires, des documents bancaires? Bien sûr que je m'en souvenais,
j'en avais signé des dizaines. Il posait des dossiers devant moi, signé ici, ici, et ici, c'est pour la banque, c'est pour le système, c'est juste une formalité. Et je signais, confiant, toujours confiant, tout en vérifiant mon téléphone ou en répondant à des appels. Nous pensons que, parmi ces papiers, vous avez signé des feuilles semi-vierges qui ont été remplies par la suite. La procuration du notaire est un faux, mais il y a au moins 2 autres documents où la signature pourrait être authentique, obtenue par la tromperie. Cela complique tout. Car un juge prend du temps pour faire la distinction entre la fraude et la négligence. J'ai senti le sol du café se dérober sous mes pieds. Ce n'était pas seulement qu'il me trompait. C'était qu'il s'était servi de moi, de mes propres mains, de mon propre stylo, pour bâtir ma ruine. Et que vont-ils signer mercredi, ai-je demandé. Mercredi à 11h, chez le notaire Herrera, votre femme transférera 40% de votre entreprise à une société nommée Inversion Delva. Cela ressemble à une entreprise sérieuse, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas. C'est une société écran créée il y a 7 mois. Et savez-vous qui est l'unique administrateur de cette société? Christian, ai-je deviné. Christian, a-t-elle confirmé. Mais c'est ici, monsieur Nelson, que commence la partie que votre beau-frère m'a demandé de vous expliquer très attentivement. Car vous croyez encore que c'est l'histoire de 2 amants qui volent le mari. Or ce n'est pas cela. C'est l'histoire d'un loup et de 2 moutons. À ceci près que l'un des moutons se prend pour un loup. Je ne comprenais pas. Alisa a sorti la dernière liasse de papier. Il y avait des impressions de dossiers, des coupures de journaux, des captures d'écran. Le nom de famille de Christian n'est pas celui qu'il vous a donné. Il a utilisé au moins 3 noms au cours des 10 dernières années. Il y a 6 ans, dans une autre ville, il a fait exactement la même chose. Il est entré comme consultant financier dans une entreprise de transport. A séduit la femme du propriétaire, et l'a convaincu de l'aider à transférer des actifs, afin qu'elle puisse avoir son propre patrimoine au cas où. Et, une fois l'argent sur les comptes qu'il contrôlait, il a disparu. La femme s'est retrouvée sans mari, sans maison, et sans le sou. Car tout était au nom de ses propres sociétés à lui. Le mari a mis 4 ans pour en récupérer une partie. Il y a 3 ans, il a répété le stratagème avec une veuve qui possédait 2 pharmacies. Même méthode, ville différente, nom différent. J'ai scruté les photos et les dossiers. C'était le même homme, plus jeune sur certaines, avec une barbe sur d'autres, portant la même veste hors de prix, affichant le même sourire de vendeur. Monsieur Nelson, écoutez-moi bien, car c'est important pour la suite. Votre femme pense que Christian est amoureux d'elle. Elle s'imagine que mercredi, ils signeront le transfert, patienteront quelques mois, puis elle divorcera en invoquant n'importe quel prétexte. Pour aller vivre avec lui et diriger votre entreprise ensemble. Ce que Norma ignore, c'est que dans les documents que Christian a préparés, les parts ne sont pas à son nom à elle. Pas un seul papier n'est à son nom. Tout va à Inversion Delva, et d'Inversion Delva. Cela part vers une autre société à l'étranger. Votre femme n'est pas sa partenaire, elle est son outil. Lorsqu'elle signera mercredi, elle se retrouvera avec les mêmes papiers sans valeur que les 2 autres femmes. Et Christian disparaîtra avec tout, avec votre argent. Et avec ce qu'elle lui a déjà donné. Ce qu'elle lui a donné, ai-je demandé. Les retraits d'espèces sur le compte de votre maison. Nous avons comptabilisé au moins 23 000 € en 8 mois, que votre femme a remis à Christian en espèces pour les frais de constitution des sociétés. Elle a aussi mis des bijoux en gage. De plus, elle a contracté un prêt personnel de 15 000 € en utilisant la maison de sa mère comme garantie. Madame Eddy n'en sait rien. À ce moment-là, j'ai dû me lever. Je suis allé aux toilettes du café, je me suis aspergé le visage d'eau, et je me suis regardé dans le miroir pendant une bonne minute. L'homme dans le miroir avait les yeux rouges. Ma femme ne se contentait pas de me trahir, elle volait sa propre famille, hypothéquant jusqu'au nom de sa propre mère, tout ça pour tout donner à un escroc professionnel qui allait la laisser à la rue. Et j'avais 2 options, la laisser couler avec lui, ou bien choisir une voie plus compliquée. Je suis retourné à la table. Alisa m'attendait avec un nouveau café bien chaud. Pourquoi René a-t-il fait tout ça, ai-je demandé. C'est sa sœur, après tout, les liens du sang sont forts. Alisa a hoché lentement la tête. Je lui ai posé la même question quand il m'a engagé. Savez-vous ce qu'il a répondu? Qu'il y a 2 mois.
Norma est allée lui demander de l'argent. 5000 euros. Elle lui a raconté que c'était pour un traitement pour leur mère. René est quelqu'un de prudent. Il a appelé Madame Eddy l'après-midi même pour prendre de ses nouvelles, et la dame allait parfaitement bien, en train d'arroser ses plantes. Exactement comme ce qui vous est arrivé avec l'histoire de l'hôpital. René n'a rien dit, mais il a commencé à observer. Il a suivi sa sœur, l'a vue avec Christian, a enquêté sur Christian de son côté, et quand il a découvert le premier faux dossier, il m'a engagé. Il paie cette enquête de sa propre poche depuis 3 semaines. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Ma sœur a choisi son chemin, mais mon beau-frère a construit le sien avec des mains propres. De plus, ma mère ne mérite pas de finir par garantir les dettes d'un criminel. Je suis du côté de ceux qui n'ont jamais volé personne. J'ai dû serrer les dents pour ne pas m'effondrer sur place. René, le silencieux, celui qui parlait peu lors des repas de famille, le seul qui m'avait serré la main en me disant « Prends soin de toi ». Et maintenant, ai-je demandé. On va voir la police? On arrête la signature de mercredi? Alisa a fermé le dossier et, pour la première fois de toute la conversation, elle a souri. Un fin sourire de joueuse d'échecs. Non, monsieur Nelson, c'est exactement ce que nous n'allons pas faire. Si nous empêchons la signature, Christian flairera le danger, disparaîtra ce soir, et réapparaîtra dans 2 ans dans une autre ville sous un autre nom, pour ruiner une autre famille. De votre côté, vous resterez marié à une femme qui a essayé de vous voler, avec de faux documents qui circulent dans la nature, prêts à exploser. Non, nous voulons qu'il signe mercredi. Nous voulons qu'il signe tout, très calmement, avec des témoins, devant un notaire. Je ne comprends pas. Vous voulez que je les laisse me voler? Je veux que vous les laissiez croire qu'ils vous ont volé. Il y a une énorme différence entre les deux. Et cette différence, a-t-elle poursuivi en tapotant le dossier du doigt, s'appelle 3 semaines de travail. Votre beau-frère et moi avons déjà déplacé des pions que ni Christian ni votre femme ne peuvent imaginer. Mercredi à 11 h, l'étude de ce notaire sera un piège parfait. Mais pour que cela fonctionne, vous devez accomplir la partie la plus difficile. Vous allez devoir rentrer chez vous, répondre au téléphone quand votre femme vous appellera ce soir pour vous dire que sa mère est toujours fragile, et, pendant 3 jours, être le mari le plus normal, le plus calme et le plus aveugle du monde. Pouvez-vous faire cela, monsieur Nelson? Pouvez-vous mentir à la personne qui vous connaît le mieux au monde? J'ai regardé à travers la vitrine du café. Au loin, dans la zone des taxis, je pouvais voir Norma et Christian monter dans une voiture noire. Il lui a ouvert la porte, et elle lui a souri d'une manière dont elle ne me souriait plus jamais. Et, j'ai senti la colère s'installer dans ma poitrine, une colère froide et ordonnée, comme des soldats se mettant en rang pour la guerre. Je le peux, ai-je répondu. Alisa a levé sa tasse de café comme pour porter un toast, alors, bienvenue dans le spectacle, monsieur Nelson. Votre beau-frère avait raison, il ne fait que commencer. On dit que le mensonge le plus difficile n'est pas celui que l'on prononce avec des mots, mais celui que l'on raconte avec son corps, avec sa voix, avec ses silences. Ce soir-là, en prenant le vol de retour, j'ai compris que pendant 3 jours, j'allais devoir mentir avec chaque muscle de mon visage, et que je serais face à un maître en la matière. J'ai atterri à 21 h. La maison était sombre, immense, silencieuse. 11 années de souvenirs tapissaient chaque mur. Je me suis servi un verre d'eau dans la cuisine, et je suis resté planté devant le réfrigérateur, regardant une photo fixée par un aimant. C'était Norma et moi sur la plage, il y a 6 ans, en train de rire de quelque chose dont je ne me souviens même plus. J'ai failli l'arracher, mais je l'ai laissé là. Tout devait rester exactement pareil. Alisa me l'avait dit à l'aéroport, la maison, vos habitudes, votre voix, absolument tout. À 22h14, le téléphone a sonné. C'était elle. J'ai pris 3 grandes inspirations avant de répondre. Allô, chérie, je viens d'arriver, désolé pour l'heure tardive. La voix de Norma semblait douce, fatiguée, mais c'était du théâtre. Je suis chez ma mère, elle est très faible, la pauvre. Le médecin est passé la voir aujourd'hui, et il dit qu'elle aura besoin de soins toute la semaine. Comment vas-tu? Tu as dîné? Et là, debout dans ma cuisine, le cœur serré, j'ai fait mes débuts d'acteur. Je suis là, je réchauffe juste les restes du ragoût, ai-je répondu, ouvrant même la porte du frigo pour qu'elle l'entende. Et qu'a dit le médecin exactement?
C'est encore son cœur? Il y a eu une pause d'une demi-seconde. Une minuscule faille. Oui. Enfin, c'est sa tension artérielle. Tu sais, les problèmes liés à l'âge. Écoute, je dois te laisser car elle va s'endormir, et je veux être à ses côtés. Je t'appellerai demain, mais ne m'appelle pas. Tu sais, le réseau est mauvais ici. Et je ne veux pas que le téléphone sonne pendant qu'elle dort. Bien sûr, mon amour. Prends bien soin d'elle. Passe-lui le bonjour de ma part, dis-lui que nous l'aimons. Je t'aime, Nelson. J'ai raccroché, et j'ai fixé le téléphone. Je t'aime, Nelson. Elle m'avait dit ça depuis une chambre d'hôtel, probablement avec Christian à 1 mètre d'elle, peut-être même en le regardant pendant qu'elle le disait. Cette nuit-là, j'ai compris une chose qui est restée ancrée en moi pour le reste de cette histoire. Quand on connaît déjà la vérité, les mensonges cessent de faire mal comme des coups de couteau, et commencent à résonner comme des confessions. Chacun de ces mots confirmait qui elle était, et chacun de mes mots confirmait ce que j'étais en train de devenir, un homme avec un plan. Le mardi a marqué le début de la partie du travail que personne ne voit. Dès 7 heures du matin, j'étais déjà dans le bureau d'Alisa, qui se trouvait en fait dans ma propre ville. René coordonnait toute l'équipe depuis des semaines. Là, j'ai rencontré le 3e membre de cette guerre silencieuse, un expert en écriture, un vieil homme aux lunettes épaisses, qui avait passé 2 semaines à analyser la fausse procuration. La signature est un calque de bonne qualité, a-t-il expliqué, en me montrant des agrandissements où ma propre signature ressemblait à une carte géographique. Mais les calques ont un défaut, la vitesse. Une vraie signature est faite en 1 seconde et demie. Un calque est dessiné lentement, le trait tremble à un niveau microscopique. Cela ne tiendrait pas devant un tribunal. Ce dont nous avons besoin, c'est que le document soit utilisé. Un faux papier gardé dans un tiroir est un demi-crime. Un faux papier présenté devant un notaire pour transférer 800 000 €, c'est un crime complet, avec des témoins, un registre, une date, et une peine de prison à la clé. Ensuite, Alisa a pris la parole et a expliqué l'architecture du piège. Je l'entends encore, avec cette voix posée de quelqu'un qui déplace des pièces d'échecs. Premièrement, ce matin, vous et moi allons chez un notaire ici, dans votre ville, et vous allez signer une révocation totale de tout pouvoir, procuration ou autorisation accordée à quiconque. Datée d'aujourd'hui et dûment enregistrée. C'est une procédure silencieuse. Personne ne notifie immédiatement les mandataires, surtout si le mandataire utilise un document qui n'est jamais passé par un registre légitime. Comprenez-vous ce que cela signifie? Qu'à partir de midi aujourd'hui, tout ce que votre femme signera avec cette procuration sera nul et non avenu, ce sera du papier sans valeur. Mais ni elle ni Christian ne le sauront. Deuxièmement, René a déjà parlé avec le propriétaire de l'étude notariale Herrera dans l'autre ville, non pas pour annuler la signature. Au contraire, le notaire les recevra mercredi à 11 h, très gentiment, très professionnellement. Mais, dans la pièce adjacente, il y aura 2 personnes. Un agent du bureau du procureur spécialisé dans les fraudes, une vieille connaissance de notre cabinet, et un autre fonctionnaire que j'ai réservé comme surprise. Tout ce qui sera dit dans cette pièce sera documenté. Troisièmement, l'argent. Christian a un compte prêt à recevoir les fonds de l'entreprise dès qu'il aura le contrôle des 40%. Nous ne pouvons pas toucher à ces comptes, mais nous pouvons nous assurer que les vôtres sont protégés. Cet après-midi, votre comptable et moi allons déplacer les comptes d'exploitation de l'entreprise vers des instruments financiers qui exigent une double signature physique. Si quelqu'un essaie d'ordonner un transfert demain avec de faux pouvoirs, la banque demandera une confirmation en personne. Et l'histoire s'arrêtera là. J'ai signé une révocation à 11h40, chez le notaire de ma ville. Le notaire, un homme sérieux qui n'a pas posé trop de questions, a tamponné les papiers, et ne m'a dit qu'une seule chose, vous êtes protégé à partir de ce moment précis. Je suis sorti dans la rue, et j'ai respiré comme je ne l'avais pas fait depuis l'aéroport. Norma et Christian allaient parcourir 1000 km pour signer, avec tout leur sourire et tout leur théâtre, un document qui était déjà mort depuis la veille. Mais le plus dur restait à faire, l'appel téléphonique de ce soir-là. À 22 h pile, le téléphone a sonné. Norma, de nouveau, avec sa voix d'infirmière dévouée. Ma mère est toujours pareille, chérie. Elle a à peine mangé aujourd'hui. Et moi, regardant sur mon ordinateur portable une photo qu'Alisa m'avait envoyée 1 heure plus tôt, montrant Norma et Christian dînant aux chandelles dans un restaurant,
elle portant une robe bordeaux achetée avec mon argent, je lui ai répondu avec la voix la plus douce que j'ai pu trouver. Pauvre belle maman. Tu sais quoi? Je me disais que lorsque ta mère sera guérie, pourquoi ne pas la faire venir vivre avec nous quelque temps? La maison est grande, et je l'aime comme ma propre mère. Silence à l'autre bout du fil. 2 secondes, puis 3. Je pouvais l'entendre déglutir. Oh, chérie, tu es si gentil. Oui, nous en parlerons plus tard. Je dois y aller. Bien sûr, repose-toi bien. J'ai raccroché et, pour la première fois en 3 jours, j'ai souri pour de bon. Qu'elle ressente quelque chose, ne serait-ce qu'un gramme de culpabilité. Que sa poitrine s'alourdisse, même s'il était minuit. Mercredi, une aube grise. Je n'avais pas dormi plus de 3 heures, mais j'étais debout depuis 5 heures, assis dans la cuisine, habillé, les yeux rivés sur l'horloge. À 8 heures, Alisa m'a appelé. Ils prennent le petit déjeuner à l'hôtel. Il porte une mallette et un costume sombre. Elle porte une robe beige très formelle. Ils vont arriver tôt chez le notaire, et toute l'équipe est en position. Restez où vous êtes, avec votre téléphone chargé. Je vous ferai un récit en temps réel. Et Monsieur Nelson, quoi qu'il arrive, n'appelez pas votre femme aujourd'hui. Surtout pas aujourd'hui. À 10h20, un message d'Alisa, ils sont arrivés. Ils sont dans la salle d'attente du notaire. Elle est nerveuse, elle n'arrête pas de taper du pied. Lui est calme, trop calme. À 10h40, le notaire les a fait entrer. L'agent du procureur est dans la pièce d'à côté avec un rapport prêt. La lecture des documents a commencé. À 10h55, le téléphone a vibré de nouveau, mais cette fois-ci, ce n'était pas Alisa. C'était René, Nelson, changement de plan. Quelqu'un vient d'arriver chez le notaire, quelqu'un qui n'était pas prévu dans le scénario. Même Alisa ne s'y attendait pas. Elle est descendue d'un taxi il y a 2 minutes, et est entrée en demandant la signature de 11 heures. J'ai tapé avec des doigts glacés, qui? La réponse de René m'a laissé sans souffle, ma mère, Madame Eddy, est à l'intérieur de l'étude du notaire. Il y a des questions que l'on se pose en une seconde, mais qui semblent durer des années. La mienne était, que fait une femme de 70 ans, censée être malade au lit à 1000 km de là, debout dans la réception d'un cabinet de notaire où sa propre fille est sur le point de commettre un crime? J'ai appelé René avec des mains tremblantes. Il a répondu à la première sonnerie, parlant bas, agité. René, que fait ta mère là-bas? Tu lui as dit quelque chose? Rien, Nelson. Je le jure sur la tombe de mon père. Je l'ai protégée de tout cela, précisément pour ne pas lui faire de mal. Je ne sais pas comment elle est arrivée là, je ne sais pas comment elle a su. Je suis devant le cabinet, dans la voiture. Je l'ai vu descendre du taxi. Avec son sac à main et son pull bordeaux, droite comme un soldat. Alisa est à l'intérieur, elle improvise. Elle m'a dit de ne pas paniquer et de n'appeler personne. Je te rappelle dans 5 minutes. Ce furent les 5 minutes les plus longues de ma vie. Je faisais les 100 pas dans la cuisine, comme un lion en cage. Si Eddy interrompait la signature avant qu'elle ne soit terminée, tout le plan s'effondrerait. Christian flairerait le piège, il ne signerait rien. Il disparaîtrait l'après-midi même avec un autre nom, en route vers une autre ville, et nous nous retrouverions avec une pile de papiers inutiles, sans aucune preuve concrète. 3 semaines de travail de René et Alisa, jetées à la poubelle à cause de l'amour d'une mère. Mais, ce qui s'est passé à l'intérieur de ce cabinet, même le meilleur des scénaristes n'aurait pu l'écrire. Alisa me l'a raconté le soir même, minute par minute, et c'est exactement ainsi que je vous le raconte aujourd'hui. Madame Eddy est entrée dans la réception, et a demandé la signature de 11 heures, celle pour Madame Norma. La réceptionniste, qui n'était au courant de rien car le plan était secret même pour les employés, lui a répondu qu'ils étaient dans la salle principale, et a pointé le couloir du doigt. Eddy a descendu ce couloir lentement, portant ses 70 années de dignité à chaque pas. Alisa l'a intercepté à 2 mètres de la porte. Elle s'est plantée devant elle avec un sourire professionnel. Madame, excusez-moi, c'est une signature privée. Puis-je vous aider? Et là, Madame Eddy l'a regardé de la tête aux pieds, et a prononcé la phrase qu'Alisa a juré de retenir pour tout le reste de sa carrière, ma petite, j'ai donné naissance à la femme qui se trouve dans cette pièce. Je la connais depuis bien avant qu'elle ne sache mentir. Et je suis ses traces depuis 3 semaines, tout comme vous. Alors,
soit vous me laissez passer, soit je commence à crier ici, et je gâche le spectacle pour tout le monde. 3 semaines à suivre ses traces, tout comme nous. Il s'est avéré que nous n'étions pas les seuls à mener l'enquête. L'appel qu'Eddie m'avait passé ce mercredi-là, « Est-ce que tout va bien avec Norma ?» Elle a l'air si distante, n'avait pas été un appel innocent. C'était une mère qui confirmait ses propres soupçons, car Eddie avait découvert quelque chose qu'aucun de nous ne savait. Un mois plus tôt, une lettre de la banque était arrivée chez elle, une notification indiquant que sa propriété figurait comme référence patrimoniale pour une demande de prêt personnel de 15 000 €. Elle n'avait jamais rien autorisé. Elle avait appelé la banque pour se renseigner et, lorsqu'elle avait entendu le nom de sa propre fille, elle n'avait pas crié, elle n'avait pas pleuré, elle n'avait fait aucun scandale. Elle avait réagi exactement comme moi. Elle avait gardé le silence, et commencé à observer. Elle a demandé de l'aide au fils d'un voisin, qui travaille dans une agence de voyage, et c'est ainsi qu'elle a découvert l'existence du vol. Elle a vendu des pièces d'or qu'elle gardait depuis son mariage, en a tiré 900 €, et a acheté son propre billet d'avion sur un autre vol, plus tôt dans la journée, parce que les personnes âgées sont douées pour se lever tôt. Depuis le lundi, elle logeait dans un petit hôtel situé à 3 rues de celui de sa fille, et la surveillait de ses propres yeux. Elle a vu ce que j'avais vu dans l'avion, l'homme à la veste bordeaux, les rires, les mains entrelacées dans les restaurants. Une femme de 70 ans, toute seule, avec seulement 900 € dans son sac à main, avait mené la même enquête que nous avec une avocate et un expert du bureau du procureur. Et, ce mercredi matin, elle avait suivi le taxi de sa fille jusqu'au notaire. Alisa a compris en 10 secondes qu'il était impossible d'arrêter cette femme. Alors, elle a fait la seule chose intelligente à faire, elle l'a intégrée au plan. Elle l'a emmené dans la pièce adjacente, où se trouvait l'agent du procureur, et lui a expliqué l'essentiel en 2 minutes chrono. Votre fille est sur le point de signer un document frauduleux. Votre gendre est protégé. L'homme qui l'accompagne est un escroc professionnel et il va tomber aujourd'hui, mais nous avons d'abord besoin qu'il signe. Et, elle lui a demandé la faveur la plus difficile que l'on puisse demander à une mère, rester silencieuse, derrière un miroir sans teint, et regarder sa fille couler. Et vous savez ce que Madame Eddie a répondu? Alisa me l'a répété mot pour mot, j'ai déjà fait le deuil de ma fille, seule, dans ma chambre d'hôtel. Ce qui va se passer ici aujourd'hui, ce n'est pas ma fille. C'est la conséquence de ses actes. Et, les conséquences doivent être affrontées de face. Je ne vous demande qu'une seule chose. Quand tout sera terminé, je serai la première à lui parler. Je l'ai bien mérité. Le marché fut conclu. À 11h10, dans la salle principale, la signature a commencé. Le notaire, jouant son rôle avec des nerfs d'acier, a lu à haute voix la cession de droit. 40% de la société de distribution, évaluée à 800 000 €, transférée de M. Nelson, représenté par sa mandataire Madame Norma, à la société Inversion Delva. Il a lu l'intégralité de la fausse procuration, avec sa fausse date et son faux numéro d'enregistrement. Il a ensuite demandé, comme le veut le protocole, le mandataire confirme-t-il que ce pouvoir est valide, et qu'il a été librement accordé par le mandant? Et ma femme, dans sa robe beige, avec son rouge à lèvres écarlate, a répondu d'une voix claire, oui, je le confirme. 4 mots, enregistrés en audio et en vidéo par le matériel que le bureau du procureur avait installé depuis 8 heures du matin. 4 mots qui ont transformé toutes nos suspicions en un crime consommé, devant un notaire, avec des témoins. Christian a signé ensuite, élégant, serein. En tant qu'unique administrateur d'Inversion Delva, il a même fait une plaisanterie sur le fait qu'il était agréable de clore des chapitres et d'entamer de nouveaux partenariats. Le notaire a tamponné, scellé, et leur a remis leur copie avec toute la solennité du monde. Au moment précis où Norma a glissé sa copie dans son sac à main, Alisa raconte qu'elle souriait, que ses yeux brillaient, et qu'elle a jeté à Christian un petit regard qui voulait dire « Nous l'avons fait, mon amour ». C'est alors que la porte de la pièce adjacente s'est ouverte. L'agent du procureur est entré en premier, brandissant son insigne, suivi par 2 policiers. Bonjour. Bureau du procureur spécialisé dans les fraudes patrimoniales. Cet acte vient d'être entièrement documenté. Monsieur, madame, les documents que vous venez de signer et de ratifier font l'objet d'une plainte pour faux et escroquerie. Je vous demande de rester dans cette pièce. Alisa raconte que Christian n'a même pas cligné des yeux. Qu'en 2 secondes, il déclarait déjà, c'est un malentendu. Je suis consultant, je ne fais que représenter une entreprise. Un vrai professionnel, jusque dans sa propre chute. Mais pas Norma.
Norma est devenue aussi blanche que le papier qu'elle venait de signer. Elle s'est levée en chancelant de sa chaise, cherchant la porte des yeux. Et là, par cette porte, au lieu d'une issue, c'est sa propre mère qui est entrée. Pull bordeaux, sac à main accroché au bras. 70 ans, et droite comme un soldat. Alisa m'a confié que le silence dans cette pièce était si lourd que l'on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge murale. Que Norma a murmuré « Maman » d'une voix étranglée, et a dû s'agripper au dossier de sa chaise. Que Madame Eddy a marché jusqu'à se trouver à 1 mètre de sa fille, l'a regardée de la tête aux pieds exactement comme elle avait regardé Alisa dans le couloir, et lui a dit, sans crier, sans pleurer, avec un calme qui a glacé même les policiers, « Alors, ta mère est très malade. N'est-ce pas ? Ma fille, regarde-moi bien. Je suis venu de mon lit de mort, juste pour te regarder signer. » Et ce que Norma a fait à cet instant précis, devant sa mère, le procureur, le notaire et son amant, fut une chose que personne, ni Alisa, ni René, ni moi, n'avions prévue. Elle s'est retournée, et a pointé son doigt vers Christian, il m'a forcé. Je ne savais rien. Cet homme m'a trompé. Maman, je te jure qu'il a tout falsifié. Le téléphone d'Alisa, qui enregistrait chaque seconde, a capturé le sourire de Christian. Car l'escroc, loin d'être effrayé par l'accusation, a lentement glissé la main dans la poche intérieure de sa veste, et a sorti son propre téléphone. « Êtes-vous sûr de vouloir jouer à ce jeu, madame » a-t-il lancé. « Parce que moi aussi, j'enregistre tout. C'est une habitude professionnelle. Il y a une chose que les escrocs professionnels comprennent mieux que quiconque, la loyauté est un luxe et, lors d'un naufrage, chacun cherche son propre canot de sauvetage. » Christian se préparait à un moment comme celui-ci depuis 10 ans. Norma, elle, n'avait absolument aucune préparation. Et cette différence s'est fait sentir dans les 10 minutes qui ont suivi, celle qu'Alisa m'a racontée ce soir-là, le dossier ouvert sur la table de ma cuisine, et que le bureau du procureur a enregistré du début à la fin. Christian a brandi son téléphone avec la sérénité de celui qui abat les cartes gagnantes, dans une partie que les autres ignoraient même être en train de jouer. Avant que la dame ne continue de parler, il s'est adressé à l'agent du procureur, « Je veux que vous entendiez quelque chose. Pour ma propre protection juridique, j'ai l'habitude de documenter mes réunions de travail. » Et il a lancé un enregistrement. La voix de Norma a rempli la pièce. Claire, indubitable. Une conversation datant de 2 mois, non, je calquerai la signature. Je la connais par cœur. 11 ans à signer des papiers ensemble, tu n'as qu'à me dire où. Nelson ne le remarquera même pas, cet homme me fait confiance comme un chien. Et quand tout sera transféré. Je veux ma part sur un compte auquel il ne pourra jamais toucher. Tu comprends ? Jamais. Alisa raconte que Madame Eddy a fermé les yeux pendant que l'enregistrement passait. Qu'elle n'a pas pleuré, qu'elle a simplement serré son sac à main contre son ventre, comme quelqu'un qui encaisse un coup. Cet homme me fait confiance comme un chien. 11 ans de mariage résumés en une seule phrase, avec la voix de ma propre femme résonnant dans un cabinet de notaire, devant un procureur. Norma s'est jetée sur lui pour lui arracher le téléphone, mais les policiers l'ont maîtrisé. Et là, se voyant acculée, elle a fait ce que font les gens qui se noient, elle s'est débattue de plus belle. C'est un montage. Cet audio est trafiqué. Je n'ai jamais dit ça. Et Christian, sans perdre son sourire, a fait glisser son doigt sur l'écran. J'ai 14 autres enregistrements, messieurs dames, ainsi que des emails et des messages. Madame m'a contacté pour protéger ses actifs en cas de divorce. Ce sont ses mots exacts. Je ne suis qu'un consultant qui a exécuté les instructions de sa cliente. Un mensonge, évidemment. Un mensonge forgé avec des années de pratique. Christian était l'architecte de toute l'opération. Le loup qui avait déjà fait le coup 2 fois par le passé. Mais, c'était là le sale génie du personnage, pendant des mois, tout en courtisant ma femme, il l'enregistrait. Chacune de ses paroles compromettantes était sauvegardée, tandis qu'aucun de ses propres mots compromettants à lui n'était prononcé à voix haute. Norma pensait avoir un amant et un complice. Elle avait, en réalité, un employé criminel qui documentait les faits et gestes de son patron. L'agent du procureur les a laissés s'entre-déchirer un peu plus longtemps. Chaque accusation croisée constituait une nouvelle confession pour le dossier. Et puis, il a prononcé la phrase qui a clôturé le premier acte de cette chute, « Vous venez tous les deux avec nous. Et, je vous informe, monsieur, que vos enregistrements vous incriminent tout autant qu'ils vous protègent.
Il prouve que vous étiez au courant de la falsification depuis le début. Car en effet, en présentant ses audios pour couler Norma, Christian avait involontairement avoué qu'il savait tout dès le départ. Son désespoir pour se sauver l'a poussé à commettre, après 10 années impeccables, sa toute première erreur d'amateur. Pendant ce temps, j'étais à 1000 km de là, assis dans ma cuisine, fixant mon téléphone comme si c'était une télévision. Les messages d'Alisa arrivaient en rafale. Ils ont signé. Le procureur est entré. Votre belle-mère est à l'intérieur. Norma a accusé Christian. Christian avait des enregistrements. Et j'ai tout ressenti en même temps, du soulagement, de la nausée, un sentiment de justice, et un profond chagrin. Parce que personne ne vous prépare à ça. Personne ne vous explique que le jour où vous gagnez est aussi le jour où vous enterrez 11 ans de votre vie. À 14 heures, le téléphone a sonné, un numéro inconnu. J'ai répondu, Nelson. C'était la voix de Norma, brisée, larmoyante, paniquée. Je l'ai imaginée dans un couloir du bureau du procureur, sa robe beige froissée, utilisant son unique appel autorisé, ou bien un téléphone emprunté. Nelson, mon amour, écoute-moi. Quelque chose de terrible est arrivé, je suis en état d'arrestation. C'est un énorme malentendu. Cet homme, le consultant. Tu te souviens de Christian? Il s'est avéré que c'est un escroc. Il m'a trompé. Il m'a forcé à signer des choses. Je pensais que c'était des papiers pour ma mère. Tu me connais, tu sais que je ne ferai jamais une chose pareille. J'ai besoin que tu viennes, que tu amènes un avocat pour payer la caution. Chérie, je t'en supplie. 2 minutes entières, sans l'interrompre. J'ai écouté pendant qu'elle tissait ce nouveau mensonge en temps réel, fil par fil, avec cette habileté que je connaissais si bien, et qui, pendant 11 ans, avait fonctionné à merveille avec moi. Et quand elle fut à bout de souffle, je lui ai répondu avec la voix la plus calme de toute ma vie, tu sais ce qui est drôle, Norma? Il y a 3 jours, tu m'as dit de ne pas t'appeler, pour ne pas réveiller ta mère à l'hôpital. Et regarde un peu. Ta mère est plus éveillée que nous tous. Elle se tenait à 1 mètre de toi lorsque tu as ratifié ma fausse signature. Et moi, j'étais à 2 rangées de toi dans l'avion, quand tu t'es endormi sur l'épaule de cet homme. Silence. Un silence si profond que je pouvais entendre l'écho du couloir où elle se trouvait. Le spectacle ne fait que commencer. Cette phrase te dit quelque chose? On me l'a envoyé par message, juste au moment où j'allais me lever de la rangée 23 pour te hurler à la figure ce que tu étais. Heureusement que je suis resté assis car, en restant assis, j'ai tout vu. Norma. J'ai absolument tout vu. Nelson, 11 ans, Norma. Je t'ai donné 11 ans, une maison, et même ma signature sans lire les papiers. Je te faisais confiance comme un chien. Non, tes mots sont enregistrés. Bonne chance avec ton consultant financier. Oh, au fait, il t'a enregistré lui aussi. Et j'ai raccroché. J'ai raccroché et j'ai regardé la photo sur le frigo, celle de la plage. Je l'ai décollée soigneusement, je l'ai pliée en 4, et je l'ai jetée à la poubelle. Pas avec colère, mais avec méthode, comme quelqu'un qui jette un ticket pour une chose qui a expiré. Mais cette histoire me devait encore une dernière scène ce jour-là, la plus difficile de toutes. À 19 h, un taxi s'est garé devant ma maison, et René en est descendu avec Madame Eddy. Ils avaient pris le premier vol de retour. René portait les 2 valises. Eddy portait toujours son pull bordeaux, et arborait un visage reflétant 1000 ans d'épuisement. Je suis sorti les accueillir, et je ne savais pas quoi dire. Que dit-on à la femme dont on vient d'envoyer la fille en prison? Que dit-on à l'homme qui a trahi son propre sang pour vous sauver? C'est elle qui a parlé la première. Elle a posé une main sur ma joue, exactement comme lorsqu'elle m'a rencontré il y a 11 ans, et m'a dit, « Tu ne t'excuses pas auprès de moi, mon fils, parce que tu n'as rien fait. » Et je ne vais pas m'excuser pour elle non plus. Car les dettes de ma fille ne sont pas les miennes. Mais je vais te demander une chose. Fais-moi chauffer un peu de bouillon. Je mange des sandwichs d'hôtel et j'espionne des gens depuis 3 jours, je suis trop vieille pour jouer les détectives. Et c'est ainsi que ce soir-là, dans ma cuisine, dans la maison que j'ai failli perdre, nous nous sommes retrouvés tous les 3 attablés, le mari trahi, le frère qui a choisi la vérité plutôt que le sang, et la mère qui a traversé le pays avec 900 € dans son sac. Pour voir la chute de ses propres yeux. 3 personnes que Norma avait sous-estimées toute sa vie.
René a très peu parlé pendant le dîner, jusqu'à ce qu'Eddie aille se coucher dans la chambre d'amis. Ensuite, il a fixé sa tasse de café, et m'a dit, « Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, beau-frère. » Quelque chose qu'Alisa a découvert hier soir, en examinant les sociétés de Christian. Je ne te l'ai pas dit avant, car je ne voulais pas que tu perdes la tête avant la signature. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Inversion d'Elva n'a pas qu'un seul compte, elle en a 3. Et, l'un d'entre eux a reçu un dépôt il y a 5 mois. Un dépôt de 62 000 euros, qui ne provient ni de ton entreprise, ni de ma sœur, ni de rien que nous connaissions. René a levé les yeux de sa tasse. Il provient d'une entreprise de construction. Une entreprise de construction que tu connais parfaitement, Nelson, car c'est ton client, ton plus gros client. J'ai senti un frisson me parcourir la nuque. Christian n'est pas entré dans ta vie par hasard. Ma sœur ne l'a pas non plus trouvé grâce à une amie. Christian a été envoyé. Quelqu'un qui connaît ton entreprise de l'intérieur l'a payé d'avance pour te détruire. Et demain, quand nous examinerons les papiers qu'Alisa est en train de photographier au bureau du procureur, nous saurons de qui il s'agit. Il y a des trahisons qui vous brisent le cœur. Et il y en a d'autres, plus froides, qui brisent quelque chose de bien plus profond, l'idée même que vous vous faisiez du monde. Ce que Norma avait fait m'a brisé le cœur. Ce que j'ai découvert le lendemain a brisé tout le reste. Je me suis réveillé dans une maison pleine, Eddie dans la chambre d'amis, René sur le canapé, et, à 8 heures du matin, Alisa sonnait déjà à la porte. Toujours avec son tailleur gris, sa pochette noire, et un nouveau dossier, plus épais que tous les précédents. Derrière elle, il y avait quelqu'un d'autre, Oscar. Mon comptable de toujours, l'homme qui gérait les chiffres de ma société depuis l'époque où mon bureau n'était qu'une minuscule pièce pleine de fuites d'eau. René l'avait mis au courant la veille, et Oscar avait passé la nuit entière à croiser des informations, à l'aide des documents qu'Alisa avait photographiés au bureau du procureur. Nous nous sommes assis tous les 5 autour de la table de la salle à manger. Du café pour tout le monde, et Alisa a ouvert le dossier. Le dépôt de 62 000 euros sur le compte d'Inversion d'Elva provient d'un compte secondaire de l'entreprise Constructora del Pacifico, a-t-elle annoncé. Il était déguisé en paiement pour des services de conseil stratégique, mais Christian n'a jamais fourni le moindre conseil à cette entreprise, nous l'avons vérifié. Cet argent était un acompte, versé pour s'en prendre à vous, monsieur Nelson. Constructora del Pacifico. Mon plus gros client, 12 ans de collaboration, 30% de mon chiffre d'affaires annuel. Et son propriétaire, Reban. Reban, qui me serrait dans ses bras à la fin de nos dîners. Reban, qui était venu à mon mariage. Reban, celui qui m'appelait partenaire alors qu'il ne l'était pas. Celui qui, lors des événements, me présentait comme l'homme le plus honnête de toute la profession. C'est impossible, ai-je lâché. Reban. Nous lui fournissons du matériel à crédit depuis des années. Oscar, combien l'entreprise de construction nous doit-elle en ce moment? Oscar a ajusté ses lunettes. Sa voix tremblait un peu, car lui aussi connaissait Reban depuis 12 ans. Avec le projet du corridor nord et les 2 factures de mars, 380 000 euros, Nelson. C'est la plus grosse dette que nous ayons dans les livres de compte. Je te dis depuis des mois que c'est trop élevé, et tu n'as cessé de me répondre que c'était Reban, et que Reban payait toujours. Voilà le mobile, a affirmé Alisa, en poussant une feuille de chiffres vers moi. Réfléchissez-y un instant. Si Christian avait réussi à prendre le contrôle de 40% de votre entreprise, quelle est la première chose qu'il aurait faite? En tant qu'associé avec un pouvoir administratif? Renégocier le portefeuille client. Annuler des dettes. Nettoyer les créances irrécouvrables. La dette de Constructora del Pacifico aurait disparu sur le papier. Bien avant que vous ne puissiez réagir. Reban a payé 62 000 euros pour effacer une dette de 380 000 euros. Et ça, ce n'est que la première partie. Et quelle est la seconde partie, a demandé René. Alisa a sorti une autre feuille, l'impression d'un email récupéré dans le dossier du procureur, parmi les fichiers de l'ordinateur de Christian. La seconde partie, c'est que Reban ne voulait pas seulement effacer sa dette, il voulait récupérer toute l'entreprise de distribution. C'est écrit ici, dans un email envoyé par Reban à Christian, depuis une adresse personnelle, il y a 4 mois, quand l'homme sera noyé. J'interviendrai comme acheteur de bonne foi. J'offrirai peu, l'urgence paiera. L'entreprise vaut plus morte que vive pour lui, et plus vive que jamais pour moi. J'ai lu cet email 4 fois.
Quand l'homme sera noyé. C'était moi, l'homme en question. Je n'étais qu'une case à cocher dans le plan d'affaires de mon meilleur client. C'est alors qu'Eddie, qui avait tout écouté en silence depuis le bout de la table, sa tasse de café entre les mains, a posé la question que personne n'avait encore posée, et ce monsieur Reban était-il au courant pour ma fille? Savait-il que l'escroc allait s'immiscer dans leur mariage? Alisa a hoché lentement la tête. Non seulement il le savait, madame, mais c'est lui qui l'a suggéré. Dans ce même email, il y a une ligne qui dit « La porte d'entrée, c'est la femme ». Elle s'ennuie depuis des années et le mari ne le voit pas, présente-toi là où elle fait du pilate. Silence autour de la table. Eddie a fermé les yeux, René a serré les poings, et j'ai soudain compris toute l'ampleur de la situation. Reban connaissait mon mariage mieux que moi. Lors des dîners, des fêtes, des événements où Norma m'accompagnait, il avait observé, pris des notes, mesurant les fissures de ma maison comme un ingénieur mesure celles d'un bâtiment avant de le démolir. Christian n'avait pas trouvé Norma, on l'avait envoyé directement vers elle, avec un plan détaillé en prime. Et maintenant, ai-je demandé. Le procureur va-t-il s'en prendre à lui? C'est là qu'est le problème, a répondu Alisa, et pour la première fois, je l'ai vu froncer les sourcils. Tout ce que nous avons contre Reban est circonstanciel, ou bien se trouve sur l'ordinateur d'un escroc qui a avoué. Un email peut être nié, j'ai été piraté, ce n'est pas moi, Christian a fabriqué tout ça pour négocier sa peine. Et d'ailleurs, cela a déjà commencé. Christian propose de témoigner contre Reban en échange d'une réduction de peine. Mais la parole d'un fraudeur professionnel, à elle seule, vaut très peu lors d'un procès. Reban a de l'argent, il a des avocats très chers. Et, en ce moment même, Monsieur Nelson. Il est calmement installé dans son bureau, car il croit en deux choses, que vous ne savez rien sur lui, et que vous êtes sur le point de faire faillite. Faillite? Pensez comme Reban. Pour lui, le plan est toujours en marche, juste un peu retardé. Il sait qu'il y a eu un problème chez le notaire. Christian ne lui a pas fait de rapport depuis hier, ce qui le rend déjà nerveux. Mais, il ignore l'ampleur du problème, car le procureur n'a rendu public aucune arrestation. Il est dans l'ignorance totale. Et un homme nerveux, plongé dans l'ignorance, avec 380 000 € en jeu, va faire ce que tout le monde ferait, il va chercher des informations. Il va vous appeler, Monsieur Nelson. Aujourd'hui ou demain au plus tard. Il va jouer l'ami inquiet pour découvrir ce que vous savez exactement. Et cet appel, Alisa a tapoté doucement la table du doigt, est notre seul moyen de le coincer. Car ce que nous ne pouvons pas prouver avec des papiers, nous allons le prouver avec sa propre voix. Le plan a été élaboré autour de cette table, au milieu des tasses de café froid, avec ma belle-mère de 70 ans apportant ses idées, comme si elle avait travaillé pour le bureau du procureur toute sa vie. Oscar préparait un faux bilan financier, maquillé en véritable catastrophe, l'entreprise au bord de l'effondrement à cause d'une fraude interne. Je jouerais l'homme noyé que Reban s'attendait à trouver. Désespéré, ruiné, prêt à vendre. Et, lorsque Reban ferait son offre en tant qu'acheteur de bonne foi, cette offre misérable qu'il répétait depuis des mois, nous l'amènerions, mot pour mot, à confirmer tout ce qu'il savait. Le tout enregistré avec l'autorisation du bureau du procureur, qui a validé l'opération l'après-midi même. Y a-t-il autre chose, a demandé Alisa avant de partir, déjà sur le pas de la porte, en baissant la voix. J'ai retrouvé les deux autres victimes de Christian. La dame aux pharmacies s'appelle Adriana. Eh bien, quand je lui ai annoncé que quelqu'un l'avait enfin fait arrêter, elle a pleuré pendant 20 minutes au téléphone. Elle va venir témoigner. Et elle m'a dit quelque chose que je veux que vous entendiez avant d'affronter Reban, car elle parle d'expérience. Alisa m'a regardé intensément. Elle a dit, dites à ce monsieur de ne pas être complaisant quand le gros bonnet s'assiera pour négocier. Ces hommes ne viennent pas pour acheter, ils viennent pour jauger ce que vous savez. Et s'ils flairent que vous en savez trop, ils n'envoient pas des avocats. C'est avec cette phrase tournant en boucle dans ma tête que l'appel est arrivé. Ce même soir, à 20h30, le téléphone a vibré sur la table de la cuisine, et le nom a illuminé l'écran, Reban. Nous nous sommes tous figés. René a éteint la télévision. Oscar a lancé l'enregistrement sur le matériel que le bureau du procureur avait installé l'après-midi même. J'ai pris 3 grandes inspirations, comme dans l'avion, et j'ai répondu avec la voix la plus brisée possible, « Allô, Reban. Je suis si content que tu m'appelles, mon frère. Je traverse le pire moment de ma vie.
Et à l'autre bout du fil, avec cette voix grave et chaleureuse que je connaissais depuis 12 ans, l'homme qui avait payé pour ma destruction m'a répondu « J'ai déjà entendu certaines choses, Nelson. C'est pour ça que je t'appelle. Les amis sont là pour les moments difficiles. Dis-moi où et quand on peut se voir. Surtout, ne t'inquiète de rien, j'ai la solution à tous tes problèmes. » La solution à tous tes problèmes. La même phrase que Christian avait utilisée le premier jour où il était entré dans mon bureau, avec sa veste bordeaux et sa montre brillante. Mot pour mot. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'ils avaient tous les deux été formés à la même école, l'école des prédateurs qui vous sourit. Samedi, ai-je répondu, dans ton bureau, Reban. Tu as toujours été comme un frère pour moi. J'ai raccroché. J'ai regardé René, Oscar, Alisa sur l'écran d'appel vidéo, puis Eddie, debout dans l'encadrement de la porte de la cuisine, les bras croisés. Il a mordu à l'hameçon, ai-je dit. Et Eddie, ma belle-mère de 70 ans, la femme qui avait traversé le pays avec 900 € pour voir sa propre fille tomber, a secoué lentement la tête, et m'a corrigé avec un sourire que je ne lui connaissais pas. Pas encore, mon fils. Les gros poissons ne tombent pas quand ils mordent à l'hameçon, ils tombent quand ils ne peuvent plus le recracher. Samedi, ne le laisse surtout pas le recracher. Il y a une chose que j'ai apprise en 20 ans d'affaires. Les hommes de pouvoir n'ont pas peur de la police, ni des juges, ni des avocats. Ils n'ont peur que d'une seule chose, leur propre voix, disant la vérité devant des témoins. Et, ce samedi à 10 h du matin, je suis entré dans le bureau de Reban pour obtenir exactement cela, sa voix. Je m'étais habillé comme un homme vaincu. Une chemise délibérément froissée, une barbe de 3 jours, des cernes sous les yeux que je n'avais même pas eu besoin de simuler, car ils étaient bien réels. Dans la poche de ma chemise, un microphone de la taille d'un bouton, autorisé par le bureau du procureur. Sur le parking de l'entreprise de construction, dans une camionnette grise, 2 agents écoutaient le moindre mot. Et chez moi, autour du téléphone, René, Oscar et Madame Eddie attendaient. Reban m'a accueilli avec une étreinte. Une longue étreinte, avec de grandes tapes dans le dos, le genre d'étreinte que se donnent des frères. Il m'a fait asseoir sur le canapé en cuir de son bureau, m'a servi un whisky auquel je n'ai pas touché, et s'est assis face à moi, avec le regard le plus compatissant du monde. Raconte-moi tout, Nelson, que s'est-il passé? Et je lui ai raconté la version que nous avions répétée avec Alisa pendant 2 jours. Qu'un consultant m'avait escroqué, qu'il y avait de faux documents, que ma femme était impliquée et en détention, que la banque avait gelé mes comptes d'exploitation à cause de l'enquête, que je devais payer les salaires lundi, et que je n'avais pas assez de fonds. J'ai ajouté que je songeais à vendre. J'ai livré la performance de ma vie. Ma voix a tremblé là où elle devait trembler, je me suis effondré là où je devais m'effondrer. Et Reban écoutait, hochait la tête, me pressait l'épaule. Mais, sous toute cette compassion théâtrale, je pouvais voir ses yeux, les yeux d'un homme qui faisait des calculs. « De combien as-tu besoin pour les salaires ?» a-t-il demandé. « De 40 000. Mais ce n'est qu'un pansement, Reban. Le problème, c'est que je ne peux pas sauver l'entreprise. Entre les avocats, la fraude, le scandale, les fournisseurs ne veulent plus me livrer. Je pense à la vendre pour une bouchée de pain, avant qu'elle ne vaille plus rien. Et là, mon client depuis 12 ans, mon frère, le témoin de mon mariage, s'est adossé à sa chaise. Il a joint les mains comme pour prier, et a prononcé la phrase qu'il répétait depuis 4 mois. Nelson, je t'achète l'intégralité de la société de distribution, tout de suite. 300 000 €, en un seul paiement, et je me charge de tous les problèmes juridiques. C'est moins que ce qu'elle vaut, je le sais, mais c'est de l'argent garanti entre tes mains. Dès aujourd'hui. L'entreprise vaut plus morte que vive pour toi, mon frère. Et plus vive que jamais pour moi. Mot pour mot. La phrase de l'email. Plus morte que vive pour toi, et plus vive que jamais pour moi. Il l'avait dite de ses propres lèvres, avec sa propre voix, dans son propre bureau, directement dans le micro que le bureau du procureur enregistrait. Mais il manquait encore la partie la plus importante. Il devait avouer qu'il savait. Et, pour cela, Alisa m'avait préparé le coup de grâce. J'ai baissé la tête. J'ai laissé passer un long silence, puis j'ai lancé l'appât. 300 000 €, pour une entreprise qui facture 2 millions par an. Quelle coïncidence, Reban. Le consultant qui m'a détruit a aussi commencé par m'offrir des solutions. Il s'appelait Christian. Tu ne le connais pas, par hasard?
J'ai levé les yeux juste à temps pour le voir. Un clignement, une demi-seconde de glace dans le regard, et puis son sourire de vendeur s'est reconstitué. Et pourquoi le connaîtrais-je? Parce que lui te connaît. Il a été arrêté, Reban, et il parle. Il raconte des choses complètement folles. Il prétend que quelqu'un l'a payé 62 000 € d'avance. Depuis le compte d'une entreprise de construction. Il dit même qu'on lui a donné le tuyau sur l'endroit où ma femme faisait du pilate. Imagine un peu le niveau du mensonge. J'ai dit au procureur, ça ne peut pas être mon Reban est comme un frère. 12 ans d'amitié. Mon Reban est d'ailleurs en train de me proposer de racheter mon entreprise en ce moment même. Comment cela pourrait-il être lui? Le silence dans le bureau était si lourd que je pouvais entendre la climatisation. Reban s'est levé lentement, a marché jusqu'à la fenêtre et, de là, en me tournant le dos, il a commis l'erreur que font tous les hommes puissants lorsqu'ils pensent parler à un homme brisé, il a pris trop d'assurance. Combien veux-tu, Nelson? Ne joue pas à l'idiot. Il s'est retourné. Il n'y avait plus de sourire, il n'y avait plus de frère. Il n'y avait qu'un prédateur, tenant son masque à la main. Tu sais parfaitement ce qui s'est passé. Et, je sais parfaitement que tu sais que cet idiot de Christian s'est fait pincer, parce qu'il s'est amusé avec ta femme plus longtemps que nécessaire. Ce n'était pas ça le boulot. Le boulot était propre, la signature, le transfert. Et on s'en va. Combien veux-tu pour oublier toute cette histoire? Fixe ton prix. Je te paierai toute la dette, les 380 000. Aujourd'hui même, je te paierai le double si tu veux. Toi et moi savons très bien qu'un procès contre moi te coûtera 10 ans et toutes tes économies. Et que les types comme moi sont intouchables. Sois intelligent pour une fois dans ta vie, Nelson. Ne sois pas le chien fidèle que tout le monde décrit. C'était là, des aveux complets, une tentative de corruption, et de l'intimidation. Tout cela en 40 secondes d'audio parfaitement clair. Je me suis levé du canapé, j'ai lissé ma chemise froissée et, pour la première fois de toute la réunion, j'ai parlé avec ma vraie voix. Tu sais quel a toujours été ton problème, Reban? Tu mesures tout le monde à ta propre aune. Tu as envoyé un escroc pour étudier les failles de ma maison, mais tu n'as jamais pris la peine d'étudier les miennes. Je n'ai pas de prix. Quant au chien fidèle. J'ai déboutonné ma chemise, et je lui ai montré le microphone. Il est venu aujourd'hui avec une laisse du bureau du procureur. Je n'oublierai jamais son visage. Cet effondrement au ralenti. Il a couru vers son bureau. Qui sait ce qu'il cherchait, mais la porte s'ouvrait déjà. Les deux agents de la camionnette grise sont entrés, un mandat d'arrêt à la main. Reban a été escorté hors de sa propre entreprise de construction, un samedi midi, devant ses employés de l'équipe du week-end. Il répétait à voix haute qu'il connaissait le gouverneur, que l'histoire n'allait pas s'arrêter là, qu'il était Reban. Personne ne lui a répondu. Les hommes comme lui ne tombent pas dans les cris, ils tombent dans le silence. Les mois suivants sont passés, comme le font toujours les tempêtes, d'abord le bruit, puis le nettoyage. Christian a été condamné pour fraude, falsification et association de malfaiteurs. Ses propres enregistrements, ceux-là même qu'il avait sortis pour couler Norma, ont fini par le couler lui aussi. Adriana, la dame aux pharmacies, a témoigné avec une force d'âme qui a fait pleurer la moitié du tribunal. Et, grâce au dossier, elle a pu récupérer une partie de ce qu'il lui avait volé des années auparavant. À la fin de son témoignage, elle est passée près de moi, m'a serré la main, et m'a dit, vous êtes resté assis à temps. Moi, je me suis levé pour crier. Il ne faut jamais se lever pour crier. Reban l'intouchable a appris qu'il pouvait être touché. Sa propre voix enregistrée, offrant 760 000 € pour mon silence, aucun avocat, aussi cher soit-il, ne pouvait la recracher. L'entreprise Constructora del Pacifico a payé la dette jusqu'au dernier centime, dans le cadre de l'accord de règlement, et il est en attente de son procès pour fraude et incitation. Son entreprise est gérée par un conseil d'administration. Son nom, qu'il aimait en répéter, n'apparaît plus aujourd'hui que dans des dossiers judiciaires. Et Norma. Norma a conclu un accord avec le procureur, a rendu ce qui restait, a reconnu sa responsabilité dans la falsification, et purge actuellement une peine réduite. Le divorce a été rapide. La loi protège les personnes lésées, et chaque brique de ce qui m'appartenait est restée exactement là où elle devait être. Je ne l'ai jamais revue. Elle m'a écrit une lettre depuis l'endroit où elle se trouve, pour me demander pardon.
Elle disait que Christian l'avait empoisonnée à petit feu, qu'elle n'était pas comme ça. C'est peut-être vrai, mais j'ai entendu l'enregistrement. Il me fait confiance comme un chien. Certaines phrases ne sont semées par personne. Elles naissent directement du cœur de celui qui les prononce. Eddie a lu la lettre avant moi. Elle me l'a apportée dans la cuisine, l'a posée sur la table, et m'a dit, réponds-lui si tu le souhaites, mon fils, mais fais-le pour toi, pas pour elle. La culpabilité d'autrui n'est pas une valise que tu devrais porter. Je n'y ai pas répondu. J'ai gardé la lettre dans une boîte, avec une photo de la plage, que j'avais sauvée de la poubelle le soir même. Car ces 11 années ont bel et bien existé. Les niais reviendraient à me mentir à moi-même, et j'ai eu ma dose de mensonges pour au moins 3 vies entières. Aujourd'hui, 1 an plus tard, l'entreprise de distribution se porte mieux que jamais. Oscar est mon associé à hauteur de 20%. Il l'a amplement mérité. René dirige la nouvelle succursale. Et, chaque fois que quelqu'un lui demande comment il a obtenu ce poste, il répond très sérieusement, j'ai trahi ma sœur. Il laisse les gens se figer pendant 3 secondes, puis il leur raconte toute l'histoire. Il dit toujours, la loyauté, ce n'est pas le sang. C'est le comportement. Quant à Madame Eddy, elle vit avec nous, dans la grande maison, dans la chambre qui donne sur le jardin. Elle se tient toujours droite comme un soldat, arrose ses plantes, et le dimanche, elle cuisine pour toute une armée. La semaine dernière, je l'ai trouvée dans le salon en train de raconter toute cette histoire à une voisine. Et, quand elle est arrivée à la partie dans l'avion, je l'ai entendu dire, et là, il y avait mon gendre, 2 rangées derrière, sur le point de se lever et de crier comme n'importe quel homme l'aurait fait. Mais, Dieu et mon fils René lui ont envoyé un message juste à temps. Parce que crier, ma chère, c'est pour ceux qui perdent. Ceux qui gagnent, restent assis, silencieux, à regarder le spectacle. Elle a levé sa tasse de café, m'a fait un clin d'œil depuis le canapé, et a conclu avec la phrase qui résume tout ce que j'ai vécu, et le spectacle, quand on sait attendre, se termine toujours de la même manière, avec les tricheurs applaudis par leurs femmes. Enfin, je veux dire, menottée par la justice. Elle a ri de sa propre blague, comme rient les grands-mères. Et moi, depuis l'encadrement de la porte de la cuisine, j'ai compris que c'était cela, la paix. Une maison sans mensonge, une entreprise propre, et une belle-mère de 70 ans qui a traversé tout un pays pour m'enseigner que la vraie famille, ce n'est pas celle qui signe un papier avec vous. C'est celle qui s'assoit 2 rangées derrière vos ennemis, et qui ne se lève pas tant qu'elle ne vous sait pas en sécurité.